Monsieur le Président, Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Président de la Commission des finances, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, je voudrais débuter mes propos, évidemment, en vous remerciant à mon tour, Monsieur le Premier Président de la Cour, ainsi que l'ensemble des membres de la Cour, parce que, encore une nouvelle fois, la qualité et la pertinence des analyses de l'ensemble des documents que vous nous avez transmis sur l'exécution des comptes de l'année 2018 nous ont permis de faire un travail de qualité approfondi et finalement répondre à ce que nous permet la Constitution, le contrôle et l'évaluation effective grâce à ce printemps de l'évaluation que j'espère maintenant traditionnel, comme a pu le rappeler le président de la Commission. Le budget 2018, toute administration publique confondue, connaît un déficit public de 2,5% du PIB, sous la barre des 3% pour la deuxième année consécutive et en amélioration de 0,3 points de PIB par rapport à 2017, malgré une année 2018 marquée notamment par un ralentissement de la croissance mondiale, mais aussi la croissance française passée de plus 2,3 en 2017 à plus 1,7 en 2018. On pourrait regretter que pour la première fois depuis 2014, le déficit budgétaire de l'État se dégrade significativement. Mais soyons honnêtes, ce déficit budgétaire est d'autant moins interprétable que les relations financières entre l'État et la sécurité sociale d'une part, et l'État et les collectivités locales d'autre part, sont nombreuses et complexes. En effet, le budget de l'État, compensant les mesures de baisse de recettes portant sur les deux autres sous-secteurs, toute baisse d'impôts dégrade mécaniquement donc la baisse du solde budgétaire de l'État. C'est ainsi que les recettes fiscales nettes encaissées par le budget général sont en baisse, notamment en raison du transfert de la TVA aux régions et à la sécurité sociale, en hausse de 6 milliards par rapport à 2017. À cela s'ajoute une forte diminution du solde des comptes spéciaux de plus de 4 milliards. Pour toutes ces raisons, plutôt que de critiquer cette dégradation du déficit budgétaire, nous préférons attirer l'attention du gouvernement sur la nécessité de poursuivre le rééquilibrage des relations financières entre État, sécurité sociale et collectivités locales. La baisse du déficit public est d'autant plus remarquable que sur 2018, les impôts ont baissé de 8,5 milliards, notamment la baisse d'un tiers de la taxe d'habitation pour 80% des ménages pour 3 milliards, ou encore l'universalisation du crédit d'impôt à titre d'un emploi salarié à domicile pour 1 milliard d'euros. Sur le volet des dépenses, on note que les dépenses à périmètre constant ont augmenté de 0,3% par rapport à 2017, contre plus 3,2% entre 2016 et 2017. Ça signifie quoi? Ça signifie en réalité une maîtrise de la dépense publique et une gestion améliorée, avec par exemple des mises en réserve et des sous-budgétisations en très forte baisse, tout en étant bien moins qu'une soi-disant politique d'austérité. Le panorama est cependant plus sombre lorsqu'on se penche sur la question de la dette. En effet, après une très forte hausse à la fin des années 2000, en raison de la crise financière et du nécessaire plan de relance initié à l'époque, et une hausse faible, mais quasi continue sur la dernière décennie, marque une absence totale de volonté politique de juguler la dette publique, a été stabilisée en 2018 à un niveau proche de 100% du PIB, c'est-à-dire 2 300 milliards d'euros. Alors que pour certains ici, il n'est pas nécessaire de s'attaquer à cette dette aux motifs très variés, selon les sensibilités, allant du faible taux en ce moment à il ne serait pas nécessaire de faire il ne faut pas faire une politique d'austérité, mais remettons les chiffres de la dette publique française en perspective. 2 300 milliards d'euros, c'est l'équivalent de 80 000 euros de dette publique par ménage français. Et pire, la charge de la dette, c'est-à-dire les intérêts que l'on paye chaque année, est colossale. S'élève actuellement à un peu moins de 45 milliards d'euros, soit 1 500 euros par ménage français. Par an, bien sûr. Rendez-vous compte, mes chers collègues, pour financer les intérêts de cette dette, la France dépense chaque année plus de 1 500 euros par ménage français. C'est bien plus qu'un SMIC mensuel. De l'argent qui pourrait être utilisé pour aider les ménages les plus modestes, financer un plan de dépendance ou encore accélérer la transition environnementale de notre pays. Le stock de dette est un boulet que nous transmettons à nos enfants et à nos petits-enfants, grevant ainsi leur avenir. Les intérêts de cette dette, ce sont des boulets que nous traînons aujourd'hui même et qui, de toute façon, devront être réglés parce qu'ils grèvent notre présent. J'aborde désormais un dernier point, la question de la dépense fiscale, appelée communément niche fiscale. Alors, nous pouvons clarifier les choses sur ce point. Ce n'est pas parce qu'un dispositif est qualifié de niche fiscale que ce dispositif est nécessairement nocif,
inéquitable, coupable de tous les maux et donc à supprimer. Je rappellerai ici que de nombreux dispositifs visant particulièrement les personnes âgées, en situation de handicap ou ayant des revenus modestes, par exemple, avec des exonérations de taxes d'habitation ou d'autres, tels que la dépense fiscale en faveur du mécénat, sur lesquels je mène actuellement des travaux avec un certain nombre de nos collègues, méritent des travaux approfondis qui sont en cours et soutiennent des secteurs qui ne pourraient pas survivre sans ce soutien. Et que, si ces dispositifs correspondent à la définition communément admise de niche fiscale, il n'en demeure qu'ils sont justes et utiles. Mais, de l'autre côté, regardons les chiffres. Les niches fiscales ont explosé sur les 2 dernières décennies. Et ce même que l'on retire le CICE supprimé le 1er janvier 2019, le nombre est proche de 500, soit un doublement sur les 20 dernières années. Et leur montant total dépasse aujourd'hui les 100 milliards d'euros, soit autant que le budget de l'éducation nationale, de la défense, de la justice et de l'écologie réunis. C'est dire. Mais plus que le montant, en réalité, c'est l'absence de limite dans le temps, de chiffrage et plus largement de l'évaluation et du contrôle de ces niches. C'est le pilotage qui est profondément choquant, c'est l'absence de pilotage. Comment justifier qu'une niche fiscale sur 2 soit attribuée à un nombre de bénéficiaires inconnus, mais inconnus par l'administration? Comment justifier que 13% des niches fiscales aient un coût pour les finances publiques totalement inconnu? Comment justifier que des millions d'euros soient dépensés pour 2 niches fiscales aux objectifs totalement contraires? L'une, par exemple, encourageant le développement des énergies renouvelables et l'autre, celle des énergies carbonées. C'est bien là la difficulté. C'est pour toutes ces raisons que dès l'année dernière, notre majorité, avec évidemment l'aide de l'administration et des administrateurs de l'Assemblée, ont entamé un travail en profondeur sur ce sujet, concrétisé par le budget 2019, par la suppression de plusieurs niches fiscales, pour certaines peu ou inefficaces, et pour d'autres allant clairement à l'encontre du respect de l'environnement. Mais c'est un travail de titan, on peut le dire, et cependant il faut le commencer, qui demande de l'évaluation, de l'analyse, du chiffrage de ces niches fiscales, pour décider celles que l'on conserve, et celles qui atteignent l'objectif défini, mais aussi celles qui peuvent permettre d'atteindre un objectif. Et celles que l'on supprime, parce que oui, il en faut aussi, pour remplacer par des dispositifs plus pertinents. Et là, je pense évidemment à la transformation, par exemple, du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime directe. Et enfin, celles que l'on supprime car simplement inefficaces et inefficientes. Ou encore, nocives, pour ne pas dire novices, c'est un lapsus, évidemment nocive pour d'autres objectifs. L'environnement en est un et c'est le plus flagrant. Nous aurons l'occasion d'aborder ce sujet lors de l'examen des résolutions, entre autres celle de notre collègue Jolivet, mercredi après-midi. Je terminerai mes propos d'une manière assez simple. Je voulais évidemment saluer les propos du président de la Commission sur la tenue, l'évolution et l'avancement de l'organisation du printemps de l'évaluation. Je pense que c'est un exercice qui est nécessaire, qui mérite encore évidemment de s'améliorer, mais il est utile, ça avance. Merci à vous encore une fois, Monsieur le Premier Président de la Cour, parce que avec vos magistrats, nous avons travaillé dans de bonnes qualités, dans les temps, et ils ont su apporter une vraie disponibilité lors des auditions. Monsieur le rapporteur, je compte sur vous pour continuer à travailler évidemment sur la question des niches et du mécénat, avec beaucoup d'objectivité, tout en supprimant ce qui est peut-être communément installé dans le débat. Une niche est nocive? Non, non, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises. Le plus important, c'est de savoir, de piloter et finalement de décider en connaissance de cause. Ne pas savoir, ce n'est pas piloter. Et un grand homme disait que gouverner, c'était choisir. Alors donnons-nous les moyens de choisir. Je vous remercie. Merci, chers collègues.